Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour discuter avec moi de la nouvelle Ceux qui partent d'Homélas d'Ursula Le Guin. Alors, j'aimerais aussi remercier les organisateurs et les organisatrices de m'avoir proposé d'intervenir sur la dissonance cognitive dans Homélas, parce que je dois avouer que Homélas est un texte qui me hante depuis ma première lecture. C'est un texte qui a créé un certain malaise chez moi et peut-être aussi chez vous, si vous l'avez lu. Pourquoi un malaise? Alors on va en parler là pendant l'heure qui arrive, mais il y a plusieurs types de malaise. D'abord, Homélas, j'y reviendrai, mais c'est une cité où tout se passe bien, où les gens sont heureux, mais il y a cet enfant enfermé dans une cave. Donc on termine la lecture de la nouvelle, on n'est pas très bien. Pourtant, il n'est pas torturé, sa vie est difficile, mais enfin voilà. Donc il y a déjà ce rapport à l'enfant où on se sent pas bien. Ensuite, il y a un autre type de malaise qui est lié plutôt, je dirais, à l'interprétation qu'on peut peut-être spontanément avoir de cette nouvelle. Souvent, on nous dit oui, Homélas, c'est l'histoire d'une cité du bonheur, tout le monde vit de manière heureuse et prospère, mais ça a un coût, c'est qu'il faut maltraiter un enfant. Avec ce commentaire un peu conséquentialiste sur le rapport au bonheur, est-ce que le bonheur collectif au prix du sacrifice d'un individu est acceptable? Eh bien, cette interprétation du texte d'Homélas, là aussi, crée un malaise, parce que qui connaît la littérature d'Ursula Le Guin ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a un problème. C'est un thème trop simpliste, quelque part, quand on connaît l'autrice. Et puis, il y a un autre type de malaise, je dirais un troisième type de malaise qui arrive, c'est que tout au long de la nouvelle, la narratrice nous interpelle en tant que lecteur et lectrice pour nous dire « vous y croyez pas ». Voilà, typiquement ce genre de phrase, elle nous raconte la cité, la vie à Homélas, et elle dit « y croyez-vous ? Acceptez-vous la réalité de cette fête, de cette ville, de cette joie ? Non ». Sous-entendu, non, vous n'y croyez pas. Donc là aussi, il y a une troisième dissonance qui apparaît, c'est qu'on lit un texte auquel on a du mal à croire, et l'autrice est très consciente de ça, au point où elle nous interpelle à ce sujet. Donc je commence par vous parler de ce texte qui me hante, parce que c'est une manière aussi pour moi de vous dire depuis où je vais vous parler. Je suis une académique, je suis maîtresse de conférences à l'université Paris-Saclay, avec une dimension recherche et enseignement, mais j'ai pas du tout envie de parler de ce texte comme une académique qui en ferait un commentaire. Je veux plutôt vous parler depuis ma position de lectrice que ce texte a heurté, que ce texte a fait penser, a fait imaginer, a fait ressentir et surtout a fait dissonner. Et donc je vous propose de vous raconter un peu l'histoire de ma relation avec ce texte qui, comme toute bonne histoire d'amour, a démarré par une rencontre. Il s'est passé un certain nombre de choses et puis je l'ai présenté à mes amis, mes étudiants, pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient de cette nouvelle. On a eu une relation qui s'est aussi officialisée un peu plus à un certain moment, parce que j'ai publié sur le sujet. Et après, il y a l'IA qui est arrivée, ça a un petit peu complexifié nos relations, et je suis là aujourd'hui à vous parler de cette nouvelle. Donc, la première phase, c'est la phase de la rencontre. Alors, comment ça s'est passé? C'est un petit texte d'une dizaine de pages, très court, une nouvelle vraiment très courte, que j'ai lue, je dois bien l'avouer, de manière assez rapide la première fois, parce que c'est 10 pages. On est dans une ambiance
un peu moyenâgeuse. Il y a des courses de chevaux, il y a des processions, il y a des joueurs de flûte, il y a des fanions. On est dans une ambiance de fête, mais voilà, c'est un peu dans l'ambiance du Moyen-Âge. Et en fait, pendant 7 pages sur les 10, il se passe pas grand-chose. On nous raconte juste cette fête. On est un petit peu en train d'attendre ce qui va se passer et bon il se passe pas grand chose, même si on rigole parce que c'est Ursula Le Guin, elle a toujours de l'humour, elle a son petit côté anarchiste qui nous fait sourire ça et là, typiquement avec ce genre d'extrait que je vous lis. Elle nous parle d'Homélas et elle nous dit: mais malgré ces trains, je crains qu'Homélas ne vous semble une cité bien vertueuse. Des sourires, des cloches, des parades, des chevaux. Alors, ajoutez donc une orgie. Si cela vous paraît utile d'ajouter une orgie, n'hésitez pas. Cependant, ne nous laissons pas entraîner à y installer des temples d'où sortent de magnifiques prêtres et prêtresses entièrement nus, déjà à moitié en extase et prêts à copuler avec quiconque, homme ou femme, amant ou étranger, désirant l'union avec la divinité du sang, bien que ce fût ma première idée. Mais vraiment, il serait mieux de ne pas avoir de temple à Homélas. Du moins, alors il faut que je me tourne parce que j'ai le timer, j'arrive pas à lire la suite. Du moins, pas de temple matériel. La religion, oui. Le clergé, non. Donc voilà, il y a des moments comme ça aussi où elle nous interpelle, elle nous fait participer à l'imagination de la nouvelle. Elle nous dit oui, ils sont très heureux. Bon, si vous avez envie qu'ils boivent de l'alcool, mettez de la bière. Si vous voulez mettre des voitures volantes, allez-y. Donc voilà, il y a ces moments là où on est un peu au climax de ce qui se passe dans le début de la nouvelle. Et donc il se passe pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas grand-chose ni de SF ni de fantasy. On prépare juste la fête de l'été et on se balade dans les rues jusqu'à ce que arrive la question de l'enfant. Donc la question de l'enfant arrive aux 2 tiers de la nouvelle et donc on nous dit tout le monde vit très heureux à Homélas, mais ça a un coût. C'est qu'il y a un enfant qui est enfermé dans une cave. Dans une cave ou plutôt dans un placard à balai. Personne vient le voir à part pour le nourrir, mais on ne lui parle pas. Il vit dans ses excréments avec 2 balais dont il a très peur. Et c'est le prix à payer pour que le reste de la ville soit heureuse. Et tout le monde est au courant de cette situation de l'enfant maltraité dans la cave, au point où quand les jeunes sont en âge de comprendre, donc quand ils ont 8-12 ans, on les emmène on les emmène tout simplement voir l'enfant. Donc c'est là où elle le dit. On explique généralement cela aux enfants lorsqu'ils ont entre 8 et 12 ans, quand ils sont en âge de comprendre, et la plupart de ceux qui vont voir l'enfant sont des jeunes, bien que des adultes viennent encore assez souvent ou reviennent pour le voir. Peu importe la façon dont on leur a expliqué, ces jeunes spectateurs sont toujours choqués et dégoûtés par sa vue. Ils ressentent l'écœurement auquel ils s'étaient crus supérieurs. Ils ressentent l'écœurement auquel ils s'étaient crus supérieurs. Ils ressentent la colère, l'outrage, l'impuissance, malgré toutes les explications. Ils aimeraient faire quelque chose pour l'enfant, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Si l'enfant était conduit à la lumière du soleil, hors de cet endroit abominable, s'il était nettoyé et nourri et réconforté, ce serait sans doute une bonne chose. Mais si on faisait cela, toute la prospérité, la beauté et la joie d'Homélas seraient détruites dans l'heure qui suivrait. Telles sont les conditions. Échanger toute la bonté et la grâce de chaque vie d'Homélas contre cette simple et minime amélioration, rejeter le bonheur de milliers de gens pour la possibilité et de bonheur d'un seul, ce serait laisser pénétrer le crime dans la ville. Donc on est dans cette situation, tout le monde vit heureux, il y a cet enfant maltraité, tout le monde est au courant, on finit par l'accepter. Sauf, bien sûr, ceux qui partent d'Homélas, dont je lis aussi l'extrait, c'est pour celles et ceux qui éventuellement n'auraient pas non plus lu la nouvelle, qu'on sache de quoi on va parler pendant cette heure. Et donc elle nous dit ça, parfois, un ou une des adolescents qui vont voir l'enfant ne revient pas chez lui pour pleurer ou ruminer sa colère. En fait, il ne rentre plus chez lui. Quelquefois également, un homme ou une femme adulte devient silencieux pendant un jour ou 2, puis quitte son foyer. Ces gens-là sortent dans la rue et descendent solitaires. Ils continuent de marcher et quittent la ville d'Homélas. Chacun s'en va seul, garçon ou fille, homme ou femme.
La nuit tombe, le voyageur doit traverser des villages, passer entre les maisons aux fenêtres éclairées, puis continue dans les ténèbres des champs. Solitaire, chacun vers l'ouest ou le nord, vers les montagnes. Ils continuent, ils quittent Omelas, ils s'avancent dans les ténèbres et ne reviennent pas. Pour la plupart d'entre nous, l'endroit vers lequel ils se dirigent est encore plus incroyable que la cité du bonheur. Il m'est impossible de le décrire. Peut-être n'existe-t-il pas, mais pourtant, ils semblent savoir où ils vont, ceux qui partent d'Omelas. Voilà, donc le décor est posé et je vous parlais d'un malaise quand on lit cette nouvelle. Le malaise ressenti par rapport à ce besoin du sacrifice d'un enfant, voilà, dissonance numéro 1, qui est un genre de dilemme éthique. Est-ce que c'est acceptable? Un malaise aussi parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce texte? Qu'est-ce que c'est que ce texte? Qu'est-ce que c'est que cette thématique? Pourquoi Ursula Le Guin nous écrit ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Également, une forme de malaise parce que y a une frustration, hein, il faut quand même bien le dire. Le texte s'appelle « Ceux qui partent d'Omelas » et on ne sait rien de ceux qui partent d'Omelas. On sait comment les gens préparent la fête de l'été, on sait ce qui se passe avec l'enfant, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Et donc, quelque part, il y a quelque chose d'un peu gonflé à appeler cette nouvelle « Ceux qui partent d'Omelas », alors que s'il y a bien un élément sur lequel on n'a aucune information, c'est bien ce qui arrive à ceux qui partent d'Omelas. Encore un malaise, c'est que on ne sait pas bien à qui s'identifier quand on lit ce texte. Est-ce qu'on est les citoyens d'Omelas qui restent? Est-ce qu'on s'identifie à l'enfant? Est-ce qu'on s'identifie à ceux qui partent? Et en fait, on n'arrive pas bien à se projeter, à s'identifier à un des personnages de la nouvelle, parce que Ursula Le Guin, à force de nous dire est-ce que vous y croyez, imaginez une orgie, en fait, elle nous interpelle, donc elle nous coupe, elle nous fait participer à la narration quelque part, et ça crée ce problème de l'identification. Et donc, quand j'ai fini ce texte pour la première fois, je ne me sentais pas bien. Je comprenais pas ce que c'était que ce texte, et je sentais bien que quelque chose sonnait faux. L'enfant, l'interprétation qui nous vient, enfin, bref, ça n'allait pas. Et comme tout bon prof qui se respecte, quand on a une obsession, on en parle aux étudiants. Donc je suis allée voir mes étudiants pour vous donner un petit peu de contexte. Alors j'enseigne dans différentes structures, mais là où j'interviens le plus, c'est dans une formation en génie mécanique et productique, donc avec des futurs ingénieurs en mécanique, ou en tout cas ou des futurs techniciens qui vont intégrer des usines. Et ils sont donc là en licence, en première année de licence. C'est des étudiants, donc essentiellement des garçons qui ont environ 18 ans, qui sont passionnés par l'automobile, enfin les avions, les fusées, les voitures, le football. C'est vraiment pas une caricature, c'est vraiment leur centre d'intérêt. Et ils se décrivent eux-mêmes comme étant des personnes éloignées de la littérature, donc ils ne lisent pas ou peu, ils n'écrivent pas. Les cours que je leur donne, je l'ai pas mentionné, mais je fais de la philosophie des techniques et aussi des sciences de l'information et de la communication. Donc je leur fais des cours plutôt orientés vers les sciences humaines et sociales. Et je dirais que dans le meilleur des cas, ils trouvent que mes cours sont utiles. Par exemple, quand je les forme, je les prépare à des entretiens de recrutement ou que je leur donne des conseils sur comment faire un CV. Et la plupart du temps, je pense qu'ils jugent mes cours comme étant divertissants, parce qu'on fait un petit peu autre chose que de la mécanique et des maths. Et là, donc, je suis venue en amphi et je leur ai dit qu'on allait lire de la littérature et écrire de la littérature. Donc, ils ont paniqué. Quand je leur ai dit que ça allait être de la science-fiction,
Là, ça les a intéressés. J'avoue que je les ai un petit peu trompés, au sens où, certes, Ursula Le Guin est connue pour ses œuvres en science-fiction, mais on ne peut pas dire que Ceux qui partent d'Omela, c'est vraiment une nouvelle de science-fiction. C'est une histoire de course de chevaux et d'enfants enfermés dans une cave. Donc je leur ai lu la nouvelle dans l'amphi, parce que même si elle est courte, si je leur demandais de la lire, je savais qu'ils ne la liraient pas. Donc à l'heure de l'innovation pédagogique, j'ai pris mon bon vieux bouquin et je leur ai lu la nouvelle en classe. Et première surprise, c'est que ils ont vraiment écouté. Je crois que j'ai jamais eu autant d'attention de leur part. Il y a eu un effet de fascination. Alors je sais pas si c'est le fait qu'on raconte une histoire, il y a toujours quelque chose d'assez fascinant quand on nous raconte une histoire, mais je pense aussi que c'est le texte qui a exercé quelque chose, un effet sur eux. Et donc, quand j'ai terminé la lecture, je leur ai demandé ce qu'ils avaient pensé du texte. Et ils me disent... alors, ils m'ont dit, oui, ça nous fait penser à un peu la société dans laquelle on vit. Hein. On vit heureux, mais ça implique que certaines personnes soient laissées sur le côté. Il y en a un qui me dit, par exemple, ce matin, j'ai pris le métro pour venir à la fac et voilà, un SDF m'a demandé une pièce. Finalement, je suis sortie du métro comme on reste à Omelas, quoi. Voilà, d'autres me disaient que c'était peut-être une métaphore de nos sociétés capitalistes où pour vivre dans un certain confort, on doit exploiter certaines autres personnes ou les ressources ou la terre, tout simplement. Et d'autres étudiants m'ont dit oui, mais en fait c'est une histoire, on l'a déjà entendue 1000 fois. Alors, on nous l'a jamais raconté comme ça, mais c'est une histoire qu'on connaît et c'est le fameux dilemme éthique du wagon fou que vous connaissez certainement. Hein. C'est cette idée, c'est une expérience de pensée fabriquée par des éthiciens qui ont un esprit un peu mal tourné, si vous voulez mon avis, parce qu'ils nous disent il y a un wagon qui est lancé à toute vitesse. Et s'il continue son chemin, il va écraser 5 personnes. Mais heureusement, vous êtes à un aiguillage et vous avez le pouvoir d'intervenir sur l'aiguillage et de dévier le wagon pour qu'il ne tue qu'une seule personne. Et donc c'est le dilemme éthique. Que faites-vous ? Alors, soit on est dans une approche conséquentialiste d'interprétation ou d'inspiration benthamienne, où on va se dire on cherche le plus grand bonheur du plus grand nombre, donc mieux vaut intervenir, dévier le wagon, tuer une personne plutôt que 5. Ou alors on est plutôt inscrit dans une éthique de type ou une morale déontologique plutôt inspirée par Emmanuel Kant, où là le but c'est d'agir selon la loi morale. Et la loi morale me dicte de ne pas intervenir parce que je ne peux pas tuer quelqu'un. Or, si j'appuie sur la manette qui me permet de dévier le wagon, je vais tuer quelqu'un. Donc voilà, les étudiants me parlent de ça. Moi, ça m'étonne un petit peu parce que ce dilemme du wagon fou, il est quand même extrêmement malsain. Surtout que là, je vous passe les variantes de ce dilemme, hein, parce que certains éthiciens ont dit oui, mais si à la place de la personne seule, on met un bébé et que les 5 autres personnes, c'est des personnes âgées, qu'est-ce que vous... Voilà. Il y a pareil avec si on met une personne en surpoids. Enfin, c'est vraiment... c'est terrible, en fait, ce dilemme du wagon fou. Ça me fait penser à ces histoires de primatologues. Vous savez, quand ils allaient enquêter sur les modes de vie des singes, et ce qu'ils faisaient, c'est que les singes étaient dans un parc et ils disaient et si on leur donnait un petit peu moins à manger, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Les singes se tapent dessus. Et donc plein d'articles scientifiques sur comment les singes sont des loups pour les singes, les rapports de concurrence entre singes, etc. Jusqu'à ce que des primatologues arrivent et disent mais et si on rajoutait une gamelle à la place d'enlever une gamelle, qu'est-ce qui se passe ? Et là, plein d'articles scientifiques sur la façon dont les singes coopèrent, à quel point c'est fabuleux. Et donc pour moi, ce dilemme du wagon fou, c'est juste un dilemme dans lequel, en fait, on ne peut pas s'en sortir. C'est les singes avec une gamelle en moins. Quoi qu'on fasse, ça ne marche pas.
Et je me dis, c'est pas possible qu'Ursula Le Guin ait écrit là-dessus. C'est pas du tout son mode de pensée. Elle qui cherche toujours à ouvrir les imaginaires, qui a un amour profond pour l'humanité, elle peut pas nous faire ce coup-là. Ou alors, pareil avec le bouc émissaire. Mes étudiants me disent que c'est l'idée du bouc émissaire, avec le fait d'exclure un individu pour permettre au groupe de vivre, de se resserrer et bon, de vivre heureux. Donc il se passe tout ça. Et je me dis, mais non. Déjà, le dilemme du wagon fou, c'est trop malsain. Ensuite, Ursula Le Guin, je la vois pas écrire pour illustrer une idée. C'est pas possible. Et au moment où je pense tout ça, je tombe sur une conférence donnée par Isabelle Stengers, une philosophe des sciences belge, qui m'avait formée quand j'étais en bachelor en Belgique. Et elle dit ceci, je la cite: « Transformer Homme Hélas en expérience de pensée est le meilleur moyen de massacrer le sens de cette nouvelle. » Et j'avoue que je suis complètement d'accord avec elle. J'étais même rassurée de me dire, tiens, ouais, c'est pas cette histoire de wagon fou, c'est pas une illustration d'une idée, c'est pas du tout une expérience de pensée. Et je rouvre mon bon vieux livre d'Homme Hélas pour relire une fois la nouvelle, toujours à la recherche de qu'est-ce que c'est que ce texte qui insiste, où je sentais bien que j'étais passée à côté de son sens. Et là, on a la référence à William James. Donc on voit le titre, Ceux qui partent d'Homme Hélas, et c'est sous-titré Variation sur un thème de William James. Donc variation sur un thème de William James, ça veut bien dire variation sur un thème, et c'est pas illustration d'une idée. Mais ça va un petit peu plus loin encore, c'est que Ursula Le Guin nous explique qu'elle fait référence donc à William James, psychologue américain, mais qu'on lui a souvent dit pourquoi vous faites référence à William James alors que Dostoïevski avait eu l'idée avant ça. Et elle nous parle de ça dans l'espèce de petite introduction au texte. Elle dit, comme le thème central de ce psychomythe, le bouc émissaire, figure dans les frères Karamazov de Dostoïevski, plusieurs personnes m'ont demandé, non sans quelques soupçons, pourquoi j'avais choisi d'en attribuer le mérite à William James. En fait, je n'ai jamais pu relire Dostoïevski, malgré tout l'amour que je lui portais depuis l'âge de 25 ans, et j'avais oublié qu'il avait utilisé cette idée. Lorsque je l'ai croisée dans le texte de James, Les moralistes et la vie morale, l'écho qu'elle a éveillé en moi m'a causé un choc. Donc elle répond comme ça, oui, je fais référence à William James, c'est vrai que Dostoïevski en a parlé avant, mais en fait j'ai oublié Dostoïevski. Et elle va encore un petit peu plus loin dans son introduction. Elle nous dit « Je n'ai pas lu James et décidé d'écrire un texte sur cette âme isolée, bien sûr. C'est rarement aussi simple. J'ai décidé d'écrire un texte parce que j'en avais envie à partir du mot Homme Hélas. Il me venait d'un panneau routier, Salem, Oregon, lu à l'envers. Vous ne lisez jamais les panneaux à l'envers ? Potts. Zentisnelar. Bon, voilà. Bref, en gros, c'est ralentissez, enfant, stop. Tout à l'envers. Homme hélas, homme hélas. Et elle dit, d'où vous viennent vos idées, Madame Le Guin ? Elle répond, d'avoir oublié Dostoïevski et lu des panneaux routiers à l'envers, bien sûr. Évident, non ? Bon. Donc, là, je me dis, bon, on est quand même sur la piste. Elle n'a pas du tout voulu illustrer une idée. Elle n'a pas du tout voulu illustrer l'idée le dilemme éthique du wagon fou extrêmement malsain ou du conséquentialisme où il faut sacrifier une personne pour le bonheur du plus grand nombre. En plus de ça, elle le dit noir sur blanc. Non, elle aimait bien Homme Hélas. Elle trouvait que ça sonnait bien et elle avait lu ce panneau routier à l'envers. Et donc, on n'est pas du tout sur la question de l'illustration du wagon fou. Donc je reviens à mes étudiants et je leur dis, on va pas du tout faire de commentaires philosophiques ou d'éthique ou je ne sais quoi sur ce texte, mais vous allez écrire la suite. Donc où est-ce qu'ils partent, ceux qui partent d'Homme Hélas, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, etc. Et donc je les ai fait écrire et je peux pas tout passer en revue là, mais si ça vous intéresse, j'ai publié les résultats dans un article qui est en libre accès.
Et ce que j'ai remarqué, il y a eu plusieurs choses, quand même assez rapidement. Donc d'abord, déjà ils ont écrit. Ils ont écrit, je leur avais donné une consigne d'écrire en 5500 signes, c'est-à-dire environ une page et demie, et ils m'ont tous demandé s'ils pouvaient écrire plus. Donc déjà là, j'étais contente, quelque chose. Ils avaient eu envie d'écrire, et d'écrire de la littérature, hein, c'était vraiment ça l'idée. Et ils ont aimé lire, ils ont aimé écrire, et quelque part, ça pour moi, c'était déjà une victoire, parce que c'était une manière de revenir sur ce que le philosophe Jacques Rancière appelle le partage du sensible. Il nous dit le partage du sensible, c'est la façon dont on va répartir des rôles. Il y a ceux qui peuvent lire de la littérature, et derrière, il y a les travailleurs. En gros, il fait toute une analyse depuis Platon sur la façon dont on a réparti comme ça le sensible. Et après, quand il parle d'une étude qu'il a réalisée, il dit « Les ouvriers, contrairement à ce qu'on leur demandait, à savoir faire des chansons populaires, adoraient faire des alexandrins, affirmer une égalité dans la jouissance des mots, dans le refus du partage entre ceux qui se servent seulement du langage et ceux qui en jouissent. » Et c'est exactement ce que j'ai remarqué moi avec mes étudiants. Donc j'ai paraphrasé Rancière en disant qu'à travers cette expérience sur Homélas, j'ai appris que les techniciens, contrairement à ce qu'on leur demande, à savoir rédiger des rapports, des CV et des lettres de motivation, adorent lire et écrire de la fiction, affirmer une égalité dans la jouissance des mots, dont le refus du partage entre ceux qui se servent seulement du langage et ceux qui en jouissent. Donc ça, c'était la première chose que j'ai retenue de cette expérience. Ensuite, ceux qui partent d'Homélas, du point de vue de mes étudiants, c'était souvent des travailleurs, des travailleuses, mécaniciennes, ébénistes, qui partent dans un endroit. Alors soit ça va être des utopies égalitariennes organisées autour d'une répartition du travail, soit des dystopies ultra-capitalistes. Et là, ça me fait penser à une idée. Un jour, quelqu'un m'a dit que les dépossédés, le roman d'Ursula Le Guin, qu'en fait, les dépossédés, ce serait la suite de ceux qui partent d'Homélas, au sens où parmi ceux qui ont quitté Homélas, il y aurait Odo qui a mené la révolution anarchiste, et donc on retrouve les deux planètes. Avec Uras et Anarès, plutôt, soit on vit dans une utopie libertaire, soit plutôt dans une société capitaliste. Bref. Et voilà, les étudiants, ils ont imaginé plein de choses. Il y en a certains qui ont refusé la donne de départ, donc ceux qui partent d'Homélas reviennent à Homélas pour libérer l'enfant, etc. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que ils se sont mis à raconter des histoires qui touchaient au sujet qui les intéressait, donc le monde du travail, la technique, l'égalité. Et là, je me suis dit, d'accord, donc ce texte, il a plus de sens quand on l'utilise pour raconter des histoires à notre tour, plutôt que quand on l'utilise pour le commenter. Quelque part, une première dissonance commençait à s'estomper quand je me disais qu'en fait, c'était un texte qui nous appelle à raconter des histoires. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi Ursula Le Guin passe son temps à nous interpeller en tant que lecteurs, imaginez ceci, imaginez cela, qu'en plus elle nous parle de ceux qui partent d'Homélas, mais elle ne nous en dit rien. Donc je me dis, c'est peut-être ça, ce texte, c'est un appel à raconter des histoires, tout simplement. Donc j'ai continué à travailler sur la question. J'ai été chercher d'autres étudiants, cette fois des étudiants de master, et je me suis dit puisque c'est des étudiants de master, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais leur donner quelques concepts, quelques apports théoriques, et je leur ai dit c'est un texte sûrement qui nous interpelle sur notre capacité à raconter des histoires. Et il faut avoir en tête la façon dont Ursula Le Guin essaye, elle, de raconter des histoires. Et donc, je leur ai parlé du fameux concept de la fiction panier, qu'elle a publié en 1986. La fiction panier qu'elle va opposer à d'autres manières de raconter des histoires, qui est la fiction plutôt lance ou flèche. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte là-dedans ? Tout simplement que, à l'époque de la préhistoire,
pour rester vivant, pour subvenir à nos besoins, en fait, on s'en sortait très bien avec de la cueillette, avec des céréales, avec des baies, des champignons, et que tout ça, ça nous demandait environ 15 heures par semaine. Et elle rajoute ceci. Elle dit 15 heures par semaine consacrées à la subsistance, cela laisse beaucoup de temps pour d'autres choses. Tellement de temps qu'il est possible que quelques agités, qui n'avaient pas un bébé dans les parages pour rendre leur vie plus vivante, ou pas de talent pour fabriquer, cuisiner ou chanter, ou rien de très intéressant à quoi penser, ceux-là, on peut décider un jour de filer chasser les mammouths. Dès lors, les chasseurs habiles pouvaient rentrer en titubant sous un fardeau de viande, les bras pleins d'ivoire et avec une histoire. Mais ce n'est pas la viande qui faisait la différence, c'était l'histoire. Donc, elle nous dit qu'on vivait très bien en cueillant de quoi manger, mais que quelques individus qui s'ennuyaient sont partis chasser le mammouth, mais qu'en réalité, on n'avait pas besoin de la viande de mammouth pour survivre. Mais que ce qui a fait vraiment la différence, c'est l'histoire qu'ils racontaient. Parce que quand ils revenaient au camp, ils pouvaient raconter comment ils sont allés tuer le mammouth avec leurs lances, comment une course-poursuite a eu lieu, comment de manière très héroïque, l'un d'eux a tendu un piège au mammouth, lui l'a transpercé, voilà, bref, qu'il y a eu plein de sang, etc. Donc c'était des images et des récits captivant, très captivant, et nous dit Ursula Le Guin, peut-être plus captivant que les histoires qu'on pouvait raconter depuis le point de vue de ceux qui étaient restés au camp. C'est-à-dire dire, je suis allé à la rivière, j'ai regardé les tritons, j'ai cueilli des champignons. Il n'y a pas grand-chose à raconter par rapport aux tueurs de mammouths. Et donc, elle nous dit, mais dans ces récits flèches où on va transpercer des mammouths, y a des héros, il y a de l'action, et donc il se passe plein de choses, et c'est comme ça qu'on raconte les histoires aujourd'hui. C'est particulièrement vrai dans la science-fiction. Et elle nous dit, mais moi, j'aimerais essayer de raconter un autre type d'histoire où il n'y aurait pas la lance. La lance, c'est cette espèce d'outil qui déploie de l'énergie vers l'extérieur, mais elle aimerait plutôt raconter des fictions paniers, donc des manières de ramener de l'énergie à l'intérieur. Et elle le décrit comme ça. Elle dit, ce n'est pas cette histoire que je raconte. Nous l'avons entendu, cette histoire, nous avons tous entendu parler des bâtons, des lances et des épées, de tous ces instruments avec lesquels on frappe, on perce, on cogne, de ces choses longues et dures. En revanche, nous n'avons rien entendu sur la chose dans laquelle on met d'autres choses, sur le contenant et les choses qu'il contient. En voilà une nouvelle histoire, en voilà une nouvelle. Donc elle aimerait raconter des histoires où on fait autre chose que de prendre des lances, ou là, l'extrait de 2001 que vous aurez sûrement reconnu, où on prend un os, qui est le premier outil, et qu'est-ce qu'on fait avec ce premier objet technique ? On tape les autres. La suite du film, vous l'avez sûrement en tête, hein, il y a le lancer du bâton qui tourbillonne, qui devient un vaisseau spatial, donc là on embraye sur la conquête spatiale. Donc voilà, il y a toujours ces idées-là. Et elle nous dit que qu'en fait, elle veut pas cette histoire qui est tournée autour d'un héros, autour d'action, avec un côté herculéen, très souvent apocalyptique aussi. Mais elle dit qu'elle aimerait raconter des histoires vivantes, des fictions paniers. Et qu'est-ce que c'est qu'une fiction panier ? Eh bien, ça va être une histoire où il n'y a pas de héros, déjà, mais où il y a des gens, où il n'y a pas de guerre, de conflit, où on se tape les uns sur les autres, mais où il y a d'autres choses. Il y a des ruses, il y a des métamorphoses, il y a des déceptions, il y a du vivant, en fait, contrairement à la puissance de mort de la fiction lance. Et donc voilà, elle nous raconte tout ça dans la fiction panier. Et donc je dis ça aux étudiants en master, je leur fais écrire la suite, comme d'hab. J'ai un petit peu changé la donne puisque c'était l'arrivée des IA génératives de texte, et donc après une formation à l'utilisation correcte de ces outils, je leur ai dit qu'ils pouvaient utiliser l'IA de leur choix pour écrire la suite de la nouvelle. Et là, alors qu'ils utilisent les IA pour leurs devoirs sur une base très régulière, sur les 35 étudiants, il n'y en a que 2 qui ont utilisé l'IA.
Donc là, j'ai été très surprise aussi. Je me suis dit, mais ok, ils n'ont pas voulu utiliser d'IA pour ça. Alors qu'à nouveau, c'est des étudiants qui ne sont pas des littéraires. Hein. On est dans des formations techniques, professionnalisantes. Et ils ont aimé écrire. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils n'ont pas utilisé ChatGPT, ils m'ont dit que c'était parce que c'était décevant. Et qu'il y en a certains qui ont essayé, mais qui se sont retrouvés avec des suites d'histoires complètement nul, du genre les citoyens d'Omélas, vraiment un peu à l'américaine, mauvaise vision de la démocratie, hein, où les citoyens d'Omélas ont voté pour savoir que faire de l'enfant, enfin bref, avec pas du tout d'éléments intéressants. En fait, il n'y avait pas rien qui donnait à penser, et donc ils ont décidé de se passer de ChatGPT. Et donc, je me retrouve toujours avec ceux qui partent d'Omélas, qui a quand même ce texte qui me hante depuis le début. J'ai essayé d'en parler aux étudiants et je me rends compte que c'est un texte qui a réussi à faire écrire mes mécaniciens. C'est un texte qui a réussi à reléguer ChatGPT aux oubliettes à un moment où on était vraiment dans le grand boom. C'est un texte aussi dont je suis en train de vous parler là aux Utopiales ce matin. Il a même un fil rouge, un parcours fil rouge Omélas pendant le festival, alors que c'est même pas de la SF. C'est juste une espèce d'histoire d'une ville où on célèbre la fête de l'été avec des chevaux qui piaffent, des fanions, un joueur de flûte et un enfant enfermé dans une cave qui a peur des balais. C'est ça, Omélas. Je me dis, c'est quand même un sacré parcours pour une histoire de 10 pages que j'ai lu la première fois vraiment en vitesse, qui m'a même pas énormément inspirée, et surtout qui a été écrite par Ursula Le Guin, qui a lu des panneaux autoroutiers à l'envers. Et je finis par me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce texte? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il agit autant? Parce qu'il a une vraie force de frappe malgré tout, alors qu'il y a pas grand-chose de mon point de vue. Et je vous ai dit, c'est pas de la SF. Au sens où c'est pas de la science-fiction, il y a rien, pas d'éléments, on n'est pas vraiment dans le futur, il y a rien qui nous surprend, il n'y a pas d'objet technique particulier, enfin, c'est même pas de la fantasy. Donc c'est pas de la SF, mais si je reprends un concept d'Isabelle Stengers que j'ai cité tout à l'heure, elle parle de mode de pensée SF. Et elle parle de mode de pensée SF quand elle commente, enfin en tout cas qu'elle essaye de penser avec Donna Haraway, et elle dit SF, oui ça marche pour science-fiction, mais ça marche aussi pour fabulation spéculative, pour féminisme spéculatif, et elle dit SF, ça marche aussi pour parler de so far, donc en anglais so far, qu'on peut traduire par jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Et donc jusqu'ici, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que ça pourrait être autrement. C'est peut-être vrai jusqu'ici, c'est peut-être vrai so far, mais ça pourrait être autrement. Et donc, Omélas, la manière que j'ai trouvée pour essayer de me sortir de toutes les dissonances cognitives qu'on peut ressentir avec Omélas, c'est de me dire, en fait, c'est un texte SF au sens où c'est un mode de pensée SF au sens de so far. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Et vous verrez que quand on le comprend comme ce geste de pensée so far, on arrive à lever un certain nombre de dissonances. Déjà, on arrive à lever la dissonance numéro 1, qui est faut-il accepter le sacrifice de cet enfant, enfin, où là, on n'est pas bien. Ça permet de lever aussi la dissonance de deuxième niveau, qui consisterait à voir dans Omélas l'illustration d'une expérience de pensée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce mode de pensée SF, ou so far qu'on peut voir dans Omélas? Alors, dans Omélas, il y a un passage dont on parle peu, en tout cas dont on parle beaucoup moins que l'espèce de contrepartie au bonheur qui est le problème de l'enfant. C'est un passage qui parle de notre incapacité à raconter des histoires où les gens sont heureux. Et je pense que c'est une des clés. Donc je vous le mets.
Je vais me retourner. Je vais me retourner, c'est plus facile à lire comme ça. Donc elle nous dit « Joyeux, comment peut-on parler de la joie? Comment décrire les citoyens d'Homélas? Ce n'étaient pas des gens simples, voyez-vous, bien qu'ils fussent heureux. Mais les mots qui expriment la gaieté ne se disent plus beaucoup. Tous les sourires sont maintenant devenus archaïques. Une telle description tend à faire penser à l'apparition prochaine du roi, monté sur un splendide étalon et entouré de ses nobles chevaliers, ou peut-être dans une litière d'or portée par des esclaves musclés. Mais il n'y avait pas de roi, il n'utilisait pas d'épée et n'avait pas d'esclaves. Ce n'étaient pas des barbares. Je ne connais pas les règles et les lois de leur société, mais je me doute qu'elles étaient très peu nombreuses. Et comme ils vivaient sans monarchie et sans esclavage, ils n'avaient pas non plus de bourse des valeurs, de publicité, de police secrète, ni de bombes atomiques. Et pourtant, je répète que ce n'étaient pas des gens simples, des bergers tranquilles, de nobles sauvages, des utopiens débonnaires. Ils n'étaient pas moins compliqués que nous. L'ennui est que nous avons la mauvaise habitude, encouragée par les pédants et les sophistes, de considérer le bonheur comme quelque chose de plutôt stupide. Seule la douleur est intellectuelle, seul le mal est intéressant. Voilà la trahison de l'artiste, un refus d'admettre la banalité du mal et le terrible ennui de la douleur. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez leur rang. Si cela fait mal, recommencez. Mais louer le désespoir, c'est condamner la joie. Adopter la violence, c'est perdre tout le reste. Et nous avons presque tout perdu. Nous ne pouvons plus décrire un homme heureux, ni célébrer la moindre joie. Pourrais-je, en quelques mots, vous parler des habitants d'Homélas? Donc elle nous parle ici de notre incapacité en fait à raconter juste des histoires où les gens sont heureux. On n'arrive pas à raconter juste le bonheur sans donner l'impression que les gens sont stupides ou donner l'impression qu'il se passe rien. Et c'est là où il y a peut-être la plus grande dissonance cognitive quand on lit Homélas, c'est que c'est vrai que quand elle nous parle de la ville où tout se passe bien, on n'y croit pas. Et d'ailleurs, elle nous le dit, hein, c'était l'extrait avec lequel j'ai démarré, elle nous parle de la ville, elle nous dit « Y croyez-vous? Acceptez-vous la réalité de cette fête, de cette ville, de cette joie? Non. » Et c'est là qu'elle rajoute « Alors laissez-moi vous décrire encore une chose. » Et elle va amorcer la séquence sur l'enfant. Donc en fait, elle nous parle du bonheur, de la cité du bonheur, où tout le monde est heureux à Homélas et fait la fête. Et elle nous dit, vous n'y croyez pas. Hein. Et c'est vrai qu'on n'y croit pas. En plus, elle vient nous chercher là-dessus. Et plus intéressant encore, c'est qu'elle nous raconte ensuite l'enfant. Et quand elle a terminé le paragraphe où elle nous parle de l'enfant, qui n'est pas très long, elle nous dit, vous y croyez hein, maintenant. En anglais, c'est encore mieux. Elle dit, now do you believe in them? Et on se dit, bah ouais, en fait, à ce moment-là, on commence à croire à Homélas. En fait, on commence à croire à ce qu'elle nous raconte à partir du moment où il y a eu maltraitance, où il y a eu contrepartie au bonheur, où il y a eu souffrance, où il y a eu peut-être une intrigue, parce que l'enfant, on peut se dire peut-être qu'il l'appelle un héros. L'enfant, il va bien falloir le sauver. Donc, est-ce que le héros doit venir avec sa lance sauver l'enfant? Oui, il y aura un moment de chaos, puisque si on libère l'enfant, il y a le chaos à Homélas, donc chaos, guerre, conflit, etc. Et puis à la fin de l'histoire, tout rentre dans l'ordre. Ce qui est notre manière classique de raconter des histoires. Début, situation initiale, situation et l'équilibre. Événement déclencheur qui crée un certain nombre de problèmes. Donc il y aura un héros qui arrive, qui va résoudre ou traverser des péripéties. Et à la fin, tout rentre dans l'ordre. On peut se demander si notre vision de l'harmonie dépend de l'intervention d'un héros, en tout cas dans la façon dont on raconte des histoires. Et donc, ce texte sur Homélas, pour moi, il parle de notre difficulté, en fait, tout simplement à raconter des utopies qui n'appellent pas de héros, donc des fictions paniers, en fait. Et Homélas, c'est ça, c'est un texte qui nous met face à notre incapacité à raconter des utopies. Mais peut-être c'est une incapacité so far, c'est une incapacité SF, c'est une incapacité jusqu'ici. Et le problème avec ça, c'est que ce que nous dit aussi Ursula Le Guin, c'est que si on raconte pas d'utopie, sans utopie, sans idéaux,
en fait, on se prive de ce qu'elle appelle une cause probable d'une expérience future. Elle dit les idéaux, c'est des causes probables d'expériences futures. Ça ne veut pas dire qu'on raconte un idéal, il va se réaliser, mais c'est qu'on dissémine comme ça des causes probables d'expériences futures. Et c'est vraiment beau, donc là je vous le mets sous les yeux, hein, qu'elle dit on peut appliquer ça à la science-fiction et toute réflexion sur l'avenir. Les idéaux sont des causes probables d'une expérience future. Et c'est ça qui est difficile, c'est que si on ne raconte pas d'utopie, eh bien on se prive de ces causes probables d'une expérience future. Et ce qui me fait penser que là, on est peut-être sur la voie de ce que nous raconte Homme Hélas, c'est que quand Ursula Le Guin, en 2014, reçoit un prix, donc elle a reçu une médaille de la National Book Foundation, elle remercie tout le monde pour ce prix, et surtout elle dédie son prix à tous les auteurs, autrices de science-fiction, de fantasy qui ont été écartés de la littérature. Et elle raconte ça. C'est une traduction d'Isabelle Stengers. Elle dit « Des temps difficiles s'annoncent et nous aurons besoin de la voix d'écrivains capables de discerner des alternatives à la manière dont nous vivons aujourd'hui, capables de percevoir, au-delà de notre société paralysée par la peur, au-delà de ses obsessions technologiques, d'autres façons d'exister et capables même d'imaginer des raisons réelles d'espérer. Nous avons besoin d'écrivains qui puissent se souvenir de la liberté, des poètes, des visionnaires, des réalistes, pour une réalité plus vaste. » Et donc c'est de ça en fait que nous parlent très certainement ceux qui partent d'Homme Hélas. C'est comment imaginer des raisons réelles d'espérer. Pour faire quoi? Pour créer une réalité qui est plus vaste. Et donc si on parle de dissonance cognitive dans Homme Hélas, pour moi, ceux qui partent d'Homme Hélas, c'est pas un texte sur la dissonance cognitive ou éthique qu'on peut ressentir quand on se dit on peut être heureux, mais au prix du sacrifice d'un enfant. Ça, c'est le premier niveau de la dissonance. Est-ce qu'on accepte ce sacrifice de l'enfant? C'est pas non plus un texte qui illustre cette idée-là. Rappelez-vous de l'histoire des panneaux autoroutiers à l'envers. Il n'y a pas d'illustration d'une idée. Mais en fait, elle nous dit autre chose. Dans Homme Hélas, si c'est, je crois, un texte qui nous hante, qui fait écrire des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire, qui mettent les IA génératives de texte sur le banc de touche, c'est parce que c'est un texte qui nous interpelle sur les histoires qu'il faut qu'on apprenne à raconter, sur les utopies, en fait, qu'il faut qu'on essaye de formuler, qu'on essaye de créer des histoires qui nous donnent de réelles raisons d'espérer. Et aujourd'hui, sans doute, au moins autant, voire plus qu'à l'époque où Ursula Le Guin fait son petit discours, on a besoin de ces utopies. On sait que les crises climatiques et sociales s'intensifient, que les forces fascisantes exercent, ou en tout cas prennent de plus en plus d'ampleur en Europe et d'ailleurs un peu partout dans le monde. Elles sont où les raisons réelles d'espérer? Alors c'est peut-être difficile d'imaginer, c'est un peu ce que nous dit ceux qui partent d'Homme Hélas, mais je vous dis que c'est un texte SF au sens de Sophar, parce que c'est peut-être difficile à imaginer jusque-là, mais ça veut dire que ça peut changer. Et c'est ma manière de lever la dissonance cognitive quand je lis Homme Hélas, c'est de me dire que ceux qui partent d'Homme Hélas, c'est peut-être des personnes qui partent à la recherche d'autres imaginaires, qui partent dans des lieux où on arrive à raconter des utopies pour créer des réalités plus vastes. Et peut-être que c'est vrai qu'on ne sait pas bien où ils vont, ceux qui partent d'Homme Hélas, mais ce qui est certain, c'est qu'ils partent avec leur panier. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Et si vous avez des questions, des commentaires ou d'autres interprétations ou d'autres dissonances que celles que j'ai partagées avec vous, c'est avec joie qu'on peut
partir les explorer. Bonjour, déjà merci. En fait, je connaissais pas du tout ce texte et c'était vraiment la première fois que j'en entendrais parler et ça m'a assez impressionnée. Et je voulais savoir où est-ce qu'il se plaçait dans l'écriture de Ursula Le Guin, à quel moment elle l'a écrit et est-ce que ça a beaucoup influencé la suite de son écriture parce que ça a l'air assez impressionnant en termes de vision de comment créer. Du coup, est-ce que ça s'est ressenti dans sa façon de faire aussi ? Merci. Alors, la date du texte, je ne sais pas si je l'ai pris là, mon livre, je ne l'ai plus en tête. La traduction, c'est paru dans Aux 12 vents du monde. Après, c'est une bonne question que vous posez. Moi, je ne peux pas vous répondre. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui connaissent mieux Ursula Le Guin. Moi, je ne suis pas du tout une... Merci, 73. Donc voilà, oui, il y a eu pas mal, un certain nombre de livres après ça. Je pense que... Mais je saurais pas vous dire. J'ai peut-être plus... Je suis en haut. Ah oui, ok. Oui. J'ai peut-être plus une remarque ou un commentaire qu'une question. Moi, j'ai lu Aumelas ce matin, un peu en préparation des Utopiales. Et c'est... Votre explication, c'est un peu le premier sens qui m'a sauté au visage. Peut-être parce que j'étais déjà tombée sur cette citation sur la trahison de l'artiste et qui, moi, m'avait beaucoup marquée parce qu'effectivement, ce côté de fermeture des imaginaires c'est horrible et on va tous, de toute façon, finir dans une dystopie, on va tous mourir et ça va être terrible. Et soit on va finir dans une dictature fasciste, soit la société va s'effondrer, il n'y aura plus d'humains. Moi, c'est un truc qui m'angoisse pas mal. Et il y a quelques années, aux Utopiales, dans une table ronde sur je sais plus quoi, on avait posé cette question un peu de la responsabilité de la SF pour essayer d'ouvrir un peu ces imaginaires. Il y avait une réponse qui m'avait énormément frustrée en gros, il y a rien à raconter dans une utopie. Et j'avais trouvé ça tellement dommage comme réponse parce que, alors d'abord, un futur désirable, une utopie, pour moi, c'était deux choses différentes. Et ensuite, s'il n'y a rien à raconter dans une utopie, vers quoi on tend du coup, quoi, qu'est-ce qui nous reste? Et du coup, ouais, ça m'a fait du bien de le lire et ça m'a fait du bien d'avoir cette confirmation d'une certaine façon que il y a au moins Ursula Le Guin qui essaye justement d'avoir cette réflexion-là et d'ouvrir des choses. Oui. Alors. Il y a quelque chose qu'elle dit dans les fictions paniers là, qui est drôle. Elle dit quand vous prenez un héros avec sa lance, c'est vrai, c'est l'habitude, notre habitude de raconter des histoires. Peut-être ça va pas bien avec les utopies, mais elle dit quand vous prenez un héros et que vous le mettez dans un panier, il sait plus quoi faire, quoi. Il ressemble à une patate ou à un lapin. Et en fait, je pense qu'il y a ça, c'est ne pas être capable de raconter d'utopie parce qu'il y aurait rien à dire dans les utopies, c'est peut-être un réflexe de héros avec une lance et effectivement dès qu'on le met dans un panier, c'est une patate ou un lapin et il sait plus quoi faire, quoi. Puis c'est aussi un réflexe de toute la littérature occidentale est fondée sur le conflit. Il y a un élément perturbateur et il y a un conflit et si c'est pas une guerre, c'est un conflit familial ou quoi que ce soit. Et il existe d'autres choses en essayant de sortir de cette littérature occidentale et je pense qu'on a beaucoup à en tirer, notamment de ce point de vue-là qu'Ursula Le Guin essaye de développer. Tout à fait. Merci. Oui, bonjour, c'est à moi. J'ai lu aussi une nouvelle qui s'appelle « Ceux qui restent et qui luttent » de Jamie Sin, qui est une autrice américaine. Et j'ai l'impression, elle aussi, qu'elle avait un peu... elle s'est arrêtée un peu au premier degré, et du coup, c'était un peu le but, finalement, d'Ursula Le Guin, c'était de faire écrire d'autres histoires, et elle en a écrit une. Et je veux savoir ce que vous l'avez lu, et ce que vous en pensiez de cette nouvelle. Non, j'ai pas lu du tout cette nouvelle, mais je le note... C'est vraiment un clin d'œil, ça se passe à Eilat, et elle reprend un peu... voilà, pour ceux que ça intéresse. Merci.
Du coup, dans la continuité de cette question, moi j'ai eu pas mal de romans de SF qui m'ont donné l'impression d'être pas forcément des réponses à Homélas, mais de s'inscrire dans la continuité d'Homélas, notamment ce qu'écrit Becky Chambers et le Terra Ignota de Ada Palmer. Je me demandais si vous aviez lu ces œuvres-là ou d'autres œuvres de SF qui vous ont donné l'impression de... Enfin, à quel point est-ce que vous avez l'impression qu'Homélas s'inscrit dans une espèce de moment charnière dans l'histoire de la SF, où justement des récits paniers ont commencé à émerger à la suite du travail d'Ursula Le Guin, en fait. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire l'exercice de se demander est-ce que certains récits qui sont parus par la suite, est-ce qu'on pourrait les faire entrer dans la continuité. J'ai pas fait l'exercice parce que déjà j'ai mis un peu de temps, je n'étais pas aussi rapide que la personne qui a pris la parole tout à l'heure. Voilà, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre qu'Homélas c'était peut-être ça. Et donc maintenant que j'ai enfin compris, il faudrait que je fasse l'exercice. Mais effectivement, peut-être qu'on pourrait les faire rentrer. Moi, j'ai pensé plus directement aux dépossédés. Voilà. Mais effectivement, je pense que ça pourrait tout à fait rentrer. Merci. Oui, pour moi, c'est fondamentalement une nouvelle de science-fiction. L'intérêt de la science-fiction, c'est de poser la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait avec telle technologie. C'est tout le sens de votre place dans ces différents dispositifs de formation. Interroger des futurs techniciens qui pourraient être de simples opérateurs sans conscience, sans éthique, sans réflexion, dans une société fasciste, voilà, où on utilise des moyens génétiques, mécaniques, informatiques pour diriger l'humanité ou un peuple comme des moutons. Voilà, bref, on exploite la nature, on exploite la société, les êtres humains comme une ressource humaine d'ailleurs. Enfin bref. Voilà, donc c'est bien, vous les avez amenés de étant sujet d'exploitation à être obligé de faire des CV pour entrer dans le système, etc., à se décaler, à prendre un petit peu un autre chemin de traverse et à avoir un décalage. Voilà. Oui, avec ce que vous dites sur effectivement le décalage très important du passage par la fiction. Ça leur permet de réfléchir à ces questions, de prendre position, de se politiser aussi, tout en bénéficiant d'un grand bol d'air, quoi, et de beaucoup de liberté. Et c'est là où je suis d'accord avec ce que vous dites. Dans le fond, c'est très SF, parce que ce que ça a créé, à quel point ça les a fait bouger, ça leur a donné envie d'écrire, ça leur a fait imaginer des choses, se questionner sur leur place dans le monde, voilà, en pensant d'autres mondes, justement. C'était tout à fait SF, donc je partage ce que vous dites. Oui, bonjour. Moi, j'ai pas lu du tout Homélas, mais j'avais une question pour vous. Je voudrais avoir votre avis. Pourquoi, du coup, Ursula Le Guin, elle a décidé de parler de l'enfant? Pourquoi elle n'aurait pas continué comme pour les premières pages? Et puis, pourquoi avoir parlé de l'enfant dans un autre... juste, si elle enlevait ce passage, et puis qu'elle disait, bon, bah voilà, tout se passe bien, et pourtant, il y a des gens qui partent, qu'on n'aurait pas de raison. Pourquoi il y a cet aspect-là, à votre avis pourquoi ne pas être resté soit sur juste une utopie, ou alors une utopie, et pourtant il y a des gens qui partent sans qu'on sache vraiment pourquoi? C'était pour avoir... Ouais, c'est une bonne question, très difficile. Moi, comment je le vis, c'est que je trouve que Ursula Le Guin, elle a un côté un peu punk. Parfois aussi, elle est un peu subversive, elle nous troll, et oui, là, elle raconte cette histoire de l'enfant. Déjà, ce qui est assez surprenant, c'est que le moment où elle décrit l'enfant, c'est assez court. C'est un paragraphe, et comme je le disais, c'est pas obscène, c'est pas violent. Enfin, c'est violent, en fait, c'est très violent, mais elle dit pas grand-chose. Il y a juste 2 balais et une gamelle, en fait.
Et pourtant, ça nous marque directement, ça prend possession de notre imaginaire, et où je trouve, ouais, c'est peut-être ça qu'elle veut faire, c'est nous montrer à quel point ça nous marque, et en même temps, la toute fin, qu'on a lu tout à l'heure, sur la façon dont ceux qui partent, là aussi, ça nous hante. Donc, quelque part, elle met une figure de l'enfant qui prend énormément de place, mais derrière ceux qui partent, elle amène une autre figure qui est ceux qui partent et qui prennent aussi beaucoup de place et qui occupent notre imaginaire, et peut-être même encore plus que l'enfant. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être ça qu'elle fait. Elle construit des figures pour voir comment notre imaginaire y réagit. Mais vous avez raison, elle aurait peut-être pu s'en passer. Oui, bonjour. Ici. Ah oui. Donc merci pour votre conférence. Oui, moi aussi je l'ai lu ce matin là. Et sur le dilemme du tramway, en fait, ça m'a fait penser la réaction de ceux qui partent. En fait, ils refusent le dilemme. Parce qu'on s'attendrait à ce que soit ils acceptent ou soit ils délivrent l'enfant, ce qui est les réponses classiques du dilemme, mais là on le dynamite. Ce qui me fait aussi, pour rebondir sur un intervenant, penser à Ada Palmer, qui aussi a une situation dans son roman où on est dans le dilemme du tramway, et où très explicitement elle le dynamite aussi en disant je refuse cette réponse parce que le dilemme c'est un mauvais dilemme, et que de toute façon, oui, comme vous avez dit, c'est insoluble. Donc il y a effectivement cette réponse dans la fiction, où d'ailleurs Ada Palmer dans sa démarche dit qu'elle répond aux anciens auteurs de SF. Bah merci, on est à moins 48 secondes. Venez à l'atelier d'écriture sur ceux qui ont quitté Homélas samedi, si vous avez le temps et envie d'écrire la suite avec nous. Merci.